Technociano, c'est un projet de 3 ans qui est un projet de recherche financé par l'Agence de l'eau. Et c'est un projet qui a pour but de mettre en place à la fois des outils de surveillance et des outils de gestion d'écosystèmes aquatiques de surface, c'est-à-dire de plans d'eau et d'étangs. Sur les étangs du Stock, de Gondrexange, de Mittersheim, parallèlement à l'étang de l'Indre aussi, qui fait tas de références. Grands étangs, mais aujourd'hui, des étangs qui nous posent de sérieux problèmes, nous créent des problématiques avec l'apparition d'une concentration trop forte de micro-organismes qu'on appelle les cyanobactéries. Les cyanos produisent des toxines qui peuvent être dangereux pour l'homme, mais le sont déjà pour les animaux, notamment les chiens. Depuis quelques années, la qualité de l'eau de ces étangs s'est dégradée. Cette qualité de l'eau dégradée se traduit par des proliférations récurrentes maintenant, chaque année, de cyanobactéries. Ce sont des micro-organismes qui peuvent être vus macroscopiquement sous forme de nappes ou de traînées vertes au niveau des plans d'eau. Ce sont des organismes microscopiques, ce sont des petites cellules rondes. Et ces cyanobactéries, elles ont une particularité par rapport aux autres bactéries, c'est qu'elles possèdent des pigments qui leur permettent de capter de la lumière pour faire la photosynthèse, comme les microalgues et comme les plantes supérieures. Ce sont des micro-organismes qui sont très anciens sur Terre. On estime qu'elles sont sur Terre depuis 3 milliards d'années, qui ont eu un rôle fondamental pour notre planète. Elles ont enrichi l'atmosphère de notre planète en oxygène, ce qui a donné lieu à toutes les formes de vie qu'on constate actuellement sur Terre. Sans les cyanobactéries, on ne serait pas là. Qui sont en fait des micro-organismes capables de synthétiser des toxines dangereuses pour la santé humaine. Et ces toxines, pour éviter que la population y soit soumise, on empêche la baignade, on empêche les plaisirs nautiques et la pêche, entre autres. Pour lutter contre ces cyanobactéries, il y a 2 stratégies qui sont possibles. Il y a des stratégies court terme qui vont consister à mettre des agents chimiques ou à utiliser des solutions comme les ultrasons pour tuer les cyanobactéries. Et en fait, ce que l'on a constaté en France et dans le monde, c'est que ces solutions sont rarement efficaces. La deuxième voie, donc, pour lutter contre les cyanobactéries, c'est de mettre en place une gestion durable de la qualité de l'eau, c'est-à-dire de s'attaquer aux sources de phosphore et d'azote qui viennent enrichir les étangs. Ce n'est pas un défi technique pour nous, c'est un défi vraiment de société et de sobriété. C'est-à-dire moins d'engrais, moins de nutriments, une eau usée qui est mieux dépolluée. Depuis qu'on a supprimé les phosphates dans les lessives, il y a une petite amélioration, mais néanmoins, il faut sans doute que nous, collectivités, on améliore l'épuration de nos eaux. En tant que scientifique, on fait des prélèvements d'eau sur les étangs à différents points. On analyse la composition en phytoplancton, donc tout ce qui est microalgues, mais aussi les cyanobactéries, c'est ça qui nous intéresse. Et des analyses de toxines, justement pour savoir si les cyanobactéries d'ici sont toxinogènes ou pas. On cherche les potentielles sources de pollution qui permettraient aux cyanobactéries de se développer. Les cyanobactéries, elles se développent avec la chaleur, mais aussi avec des nutriments. Parmi nos recherches de sources de pollution, on a l'assainissement, les parcellaires agricoles et d'autres sources potentielles. Et puis après, essayer de trouver des solutions pour limiter ces apports en phosphore et en azote, ce qui nous permettra de restituer une bonne qualité d'eau dans ces étangs et donc à terme de limiter les proliférations de cyanobactéries. L'avantage, entre guillemets, des cyanobactéries, c'est qu'ils possèdent ces pigments verts qui donnent une coloration à l'eau, ce qui veut dire que visuellement, on peut, à partir des changements de couleur d'eau, savoir si elles se développent ou pas. Et en plus, ces cyanobactéries peuvent s'accumuler à la surface des plans d'eau, former des couches vertes un peu fluorescentes très épaisses qui sont très facilement reconnaissables. Et c'est la raison pour laquelle, de plus en plus, on fait aussi appel à la surveillance citoyenne, ce qu'on appelle la surveillance participative, en demandant aux gens de nous signaler quand ils voient
le développement, ce changement de couleur. Ils ont fait appel à un certain nombre de volontaires pour pouvoir effectuer des prélèvements à des moments donnés, à l'occasion de promenades en bateau ou de promenades auprès du lac. Deux sortes d'observateurs, la personne qui observe et qui va juste relever le lieu, la date et l'endroit, et les sentinelles dont je fais partie. Et ces sentinelles, ils vont faire la même chose que les observateurs, mais en plus, ils vont prélever de l'eau de ce qui pense être des cyanobactéries. Quand je vais sur le lac en bateau, en canoë ou me promener, j'ai sur moi mon smartphone avec l'application Oceano, une éprouvette dans la poche, et si jamais je vois un endroit où il y a ce qui semble être des cyanobactéries, je fais un prélèvement, je l'enregistre sur l'application, je reviens ici au camping de Rhodes, déposer les éprouvettes avec les prélèvements qui ont été faits, de manière à ce qu'ils soient analysés. L'apport des sentinelles, ça va être de nous permettre d'avoir un réseau de surveillance tout autour des lacs qui vont pouvoir nous donner la répartition géographique de ces cyanobactéries à l'échelle du lac. Les premiers résultats, c'est qu'on est sur des lacs hyper eutrophes, donc c'est-à-dire qu'ils sont très riches en nutriments toute la saison. Forcément, ça va contribuer à l'enrichissement en cyanobactéries. Il faut bloquer les sources, en fait. Et c'est à partir de là qu'on pourra avoir une diminution normalement notable des cyanobactéries. On est un consortium en fait, il y a des universitaires et des bureaux d'études. Et des institutions locales, notamment la communauté de communes de Sarrebourg. Dans les équipes de recherche, on a des écologues, mais on a aussi des gens des sciences humaines et sociales. Dans les programmes scientifiques, on essaie d'intégrer de plus en plus les sciences humaines et les sciences sociales. Et donc c'est dans ce cadre-là en fait que je vais intervenir. Comment les décisions sont prises, quelles relations entretiennent ces acteurs, d'aller interroger les usagers, les habitants, les riverains, pour savoir quelles pratiques ils ont des étangs, les pêcheurs aussi, voilà, et de voir un peu quelle représentation ils ont déjà des étangs, de la pollution. Le consortium s'était entouré d'une association qui s'appelle l'ISODE, qui est spécialisée dans la concertation. Et de fil en aiguille, on était arrivé à créer un jeu, ce test grandeur nature avec les usagers, un jeu pour montrer à chaque usager, à chaque riverain, eh bien, qu'il a un rôle à jouer dans son comportement. En gros, ce jeu, ça a été une étape dans un processus de concertation multi-acteurs qui a permis de réunir des personnes qui ont des rôles et des visions aussi assez différentes sur le problème et qui, à travers cette mise en situation, vont vivre ce que vivent les autres acteurs. Il n'y a pas mieux qu'un jeu pour vous amener à comprendre ce que vous faites vous, eh bien, va perturber les intérêts de l'autre, etc. Et inversement. Donc du coup, il y a un bloom sur l'étang des Brêmes. Et donc sur l'étang des Perches, il me semble que vous avez mis en place un procédé. Oui, c'est ça, curatif. Un procédé curatif. Ouais. Donc du coup, on va envoyer l'ARS pour voir s'il fonctionne. On vit en fait ce que les autres vivent, on vit les conséquences de ces actions et on vit aussi la possibilité de pouvoir agir sur ce problème. On a cette projection qui est la nôtre, un peu la tête dans le guidon sur nos activités et sur ce qui fait aussi la valeur d'un territoire. On n'a pas forcément le regard des acteurs extérieurs qui peuvent être dans le même sens ou dans le sens complètement contraire, mais ça permet effectivement de se positionner de manière équitable et de comprendre le fonctionnement de chacun d'entre nous. En faisant ça, on va dire qu'on essaye à la fois d'expliciter toutes les causes du problème, mais aussi d'ouvrir un peu les perspectives pour préparer la phase de discussion sur qu'est-ce qu'on fait concrètement, quelles sont les actions à mettre en œuvre et cette négociation qui doit avoir lieu entre les différents acteurs. Donc, tout le monde comprend qu'il a une responsabilité à jouer et joue en collectif et pas les uns contre les autres. Donc déjà cela, c'est une première réussite. C'est un travail de longue haleine. Si on réduit rapidement les apports de nutriments, on verra assez rapidement, je pense, enfin j'espère, et rapidement c'est plutôt une dizaine d'années, une réduction des apparitions et cette prolifération de cyano.